Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre ce matin une audition très attendue devant le comité de suivi de l'état d'urgence sanitaire constitué au sein de la commission des lois. Eh bien, c'est l'audition de Jean Castex, le monsieur déconfinement du gouvernement, l'homme qui coordonne le plan qui sera mis en œuvre à partir du 11 mai. Vous le voyez, il est déjà salle Médicis et vous voyez également le président de la commission des lois, Philippe Bas. Juste deux éléments de contexte. Ce plan n'a pas été validé lundi par les sénateurs puisqu'ils ont décidé de ne pas adopter ce plan et ils ont en revanche hier adopté le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire mais avec de nombreuses modifications. On prend tout de suite la direction de la salle Médicis. Le Premier ministre nous a dit, et d'ailleurs ce n'est pas le registre dans lequel vous vous situeriez le plus spontanément, c'est d'avoir des réponses concrètes sur des points pour lesquels nous en sommes restés pour l'instant à une présentation générale. Comme nous avons peu de temps, je vais demander à mes collègues d'être très concis dans leurs questions. Je voudrais vous dire que vous êtes auditionnés dans le cadre d'un comité de suivi de la commission des lois sur l'état d'urgence sanitaire et qu'une partie seulement de mes collègues du comité de suivi sont physiquement présents parce que les autres sont reliés à nous par visioconférence. Généralement, ça fonctionne. Et comme ils m'écoutent, je leur dis, s'il vous plaît, chers collègues, posez des questions très courtes si vous voulez avoir les réponses aux interrogations dont vous êtes porteurs. Vos questions ne doivent pas être l'occasion de développer un discours, parce que nous n'avons que jusqu'à 11 h, et en tout état de cause, je lèverai la séance à 11 h. Monsieur Castex, si vous le voulez bien, je vais vous donner la parole pour nous présenter brièvement ce qu'est votre mission, votre travail, et peut-être nous donner quelques premières indications de fond qui vous paraîtraient utiles, avant que j'ouvre le jeu des questions-réponses. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Sénat. Donc, je suis très honoré de m'exprimer devant vous aujourd'hui. C'est la première audition à laquelle je suis convié et j'y réponds bien entendu tout naturellement, Monsieur le Président. Ça fait aujourd'hui d'ailleurs un mois pile que j'ai pris mes fonctions de coordonnateur national à la demande du Premier ministre. Je vous précise simplement peut-être quelques éléments de méthode pour, comme vous l'avez souhaité, laisser le plus de temps possible aux échanges, en vous disant, Monsieur le Président, d'abord que ma mission est une mission, vous l'avez dit, de préparation du 11 mai. Donc depuis le 6, je n'ai pas géré la crise. Je pense qu'il était judicieux de confier à quelqu'un qui n'est pas dans la gestion quotidienne de la crise la préparation de l'étape suivante, tant vous savez, mesdames et messieurs les sénateurs, combien cette crise est lourde et occupe beaucoup les gens qui en sont chargés. Et deuxième caractéristique, ma mission a un caractère interministériel. Ça n'est pas neutre pour vous, elle est rattachée au Premier ministre. C'est aussi le signe que le 11 mai, bien entendu, les considérations sanitaires continueront d'être prédominantes, mais il faut s'intéresser désormais à tous les aspects de la vie de la nation que l'on cherche à faire progressivement reprendre. Voilà. Donc c'est peut-être une approche plus globale, au-delà des considérations sanitaires qui restent majeures, qu'il fallait intégrer. La mission consiste, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à préparer les éléments clés de cette sortie du confinement, à la fois quelle stratégie, pourquoi déconfiner, quelle doctrine du déconfinement et surtout quels moyens mettre en œuvre pour y parvenir. Voilà. Vous l'avez aussi dit, Président, ma mission propose, et bien naturellement le pouvoir politique dispose. Je ne suis pas dans une position décisionnelle. Il y a d'ailleurs des points, vous vous en doutez, qui ne sont pas encore complètement arbitrés, des points précis sur lesquels, tant que cet arbitrage n'est pas rendu, je ne serai pas en mesure peut-être de répondre à certaines questions qui me seront posées. Donc, ça, c'est bien pour préciser mon rôle. Je voudrais vous dire aussi que pour faire ma mission, je me suis entouré d'une toute petite équipe
car il n'était pas question de nous substituer à l'administration, au service public. Il faut qu'il fonctionne normalement malgré la crise. Cette équipe est composée de personnalités chevronnées, expérimentées. Qui m'accompagne, je salue le professeur Roussin, dont chacun connaît l'expérience lors de la crise de la grippe aviaire, H5N1. Nous étions ensemble à l'époque au ministère de la Santé, un préfet, un directeur général de CHU, etc. Et puis, bon, évidemment, des techniciens qui tiennent la plume, comme on dit. J'insiste auprès de vous et de la Commission, je me suis aussi entouré d'une dame qui anime un réseau sur le terrain des sciences sociales. La psychologie, la sociologie, la science des comportements. Ce sont des éléments majeurs, peut-être sous-estimés de la gestion de la crise. Il y a beaucoup d'irrationnel, vous le savez, et l'irrationnel, eh bien, il faut le comprendre, et il faut essayer d'agir en fonction de cet irrationnel. Il y a la peur. La peur peut être notre ennemi, mais ça peut être aussi notre allié, notamment quand il s'agit, ou quand il s'agira, on y reviendra, de se reposer sur la responsabilité des citoyens et la confiance qu'on va leur faire dans la période qui s'ouvre. Voilà. Je dirais un peu que devant les difficultés des sciences plus exactes, on voit bien la médecine, les problèmes de vaccins, les problèmes de médicaments, il n'est pas mauvais que les sciences humaines viennent un peu à notre relais. Et elles sont là, elles sont des éléments du plan de déconfinement que j'ai proposé. Troisième élément très important que je voulais vous dire, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs les sénateurs, c'est qu'en réalité, on est dans une situation un peu inédite, complètement inhabituelle, où tout le monde hésite, et j'ai donc établi des contacts très réguliers, via bien sûr les postes diplomatiques, mais à titre personnel avec mes homologues. Il se trouve que tous les pays européens à peu près ont également désigné une madame ou un monsieur déconfinement, alors qui ont des statuts, des origines, des parcours évidemment très divers sur les pays. Mais nous sommes entrés les uns et les autres en contact, nous échangeons beaucoup, nous partageons beaucoup. On voit d'ailleurs que les questions que nous nous posons ou les difficultés d'apporter des réponses sont partagées. Tout ça nous conduit à la plus grande humilité. Mais en même temps, c'est surtout très intéressant pour voir quelles mesures ils prennent dans les transports, dans les écoles, pourquoi ils les prennent, quels sont les facteurs de réussite, d'échec, etc. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante de ma mission, ce qu'on appelle le parangonnage ou le benchmark, qui doit éclairer, me semble-t-il, dans ce domaine en particulier, les décisions des pouvoirs publics. Je terminerai, puisque vous m'avez demandé d'être bref, Monsieur le Président, sur où en sommes-nous aujourd'hui, pour faire simple. Donc, j'ai fait une première série de propositions sur le cadre général du déconfinement. Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, tous ces éléments, que je ne vous ferai donc pas l'injure de vous rappeler. Nous sommes donc actuellement dans une phase d'affinement, c'est-à-dire de passer, comme vous l'avez dit, des principes généraux à la mise en œuvre opérationnelle. Le Premier ministre a rappelé, et je pense que c'est un élément clé de la réussite de la sortie du confinement, que nous nous appuierions pour cela le plus possible sur des acteurs territoriaux, sur des acteurs qui sont en charge de responsabilités, les partenaires sociaux dans les entreprises, le couple, on en a beaucoup parlé, maire-préfet dans les territoires. Bref, une souplesse doit être donnée à ces acteurs pour mettre en œuvre les dispositions de ce plan de déconfinement. Il est tout à fait normal, indispensable même, que l'État fixe le cadre global, en particulier ce qu'on appelle les prérequis sanitaires. La sortie du confinement n'est pas la fin de la crise sanitaire, il faut le marteler. Le Premier ministre a bien annoncé que nous étions entrés dans une première étape. Il m'arrive parfois de parler de sas de déconfinement. Première étape qui ira jusqu'au 2 juin pour voir où nous en sommes.
où il y a encore un cadre sanitaire lourd, parce qu'il faut d'abord assurer la protection de nos concitoyens, mais il est aussi indispensable, et je vous précise que nous avons, j'ai vu que le Sénat l'a fait aussi, beaucoup travaillé sur ce que j'appellerais les inconvénients du confinement. Le confinement a produit des effets sanitaires réels, vous connaissez les chiffres, c'est d'ailleurs pourquoi on peut passer à une étape ultérieure, mais le confinement n'a pas été exempt de lourds inconvénients sur notre société, sur notre économie, et il était donc indispensable, dans le cadre de respect d'un cadre sanitaire strict, de pouvoir faire redémarrer, si vous me passez cette expression, la vie de la nation. Et donc, cette première étape, voilà, c'est la recherche de cet équilibre, comme le font tous nos homologues étrangers, entre le respect de la doctrine sanitaire et les exigences du redémarrage de la vie économique et sociale du pays. Et, Monsieur le Président, de cette conciliation que nous avons de surcroît essayé de territorialiser, j'y reviendrai si cela vous intéresse, s'expliquent toutes les mesures. Je suis aussi là, et ce sera mon dernier mot, pour essayer de veiller à la cohérence d'ensemble. Si c'est cohérent, ça s'explique. Il y aura une kyrielle de mesures. Alors, pourquoi les transports et pas les plages, pourquoi ceci, pourquoi... Si on a une approche cohérente, la santé d'abord, conciliée à la reprise de la vie économique et sociale de la nation, beaucoup de mesures concrètes trouvent à s'expliquer. La santé d'abord, on ne peut pas faire comme avant, tout le monde ne peut pas aller partout en toutes circonstances. Ça n'est pas possible. Et donc, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, donc c'est ce qui a conduit à dire plutôt d'abord les écoles que les lycées, plutôt tel type de commerce que d'autres, plutôt tel lieu que d'autres, parce que justement, ces activités, ces lieux sont ceux qui répondent le mieux à la deuxième exigence. Il faut que notre nation, que notre pays retrouve les voies de la vie tout court, de la vie économique, sinon on voit bien qu'un confinement trop prolongé pourrait avoir des conséquences, vous l'avez d'ailleurs dit, aussi désastreuses que la pandémie. Merci, Monsieur le coordinateur national. Nous comprenons bien le moment très particulier que nous sommes en train de vivre, de la fin du confinement et de l'approche maintenant à 3 jours du commencement du déconfinement. Nous comprenons aussi que le confinement, c'est simple à comprendre. Le déconfinement, c'est compliqué à comprendre. Le confinement, c'est une décision nationale. Le déconfinement, c'est le comportement individuel de chacun de nos concitoyens, plus, chaque jour, des dizaines de milliers de décisions qui vont être prises et qui contribueront à la sécurité ou à l'insécurité au moment où les Français vont commencer à sortir de chez eux, pour un motif simple, celui de la reprise de leurs activités, qui est absolument incontournable. Pas la reprise des loisirs, ai-je compris, la reprise de l'activité. D'abord, les loisirs viendraient ensuite. Nous comprenons bien ceci, et nous voyons que, pour autant, ça rend encore plus nécessaire que le cadre national soit clairement établi et lisible. Je crois que c'est une bonne chose que vous ayez tenu à aborder la question, non pas simplement sous l'angle de l'organisation administrative de l'appareil d'État, qui doit naturellement être mis sous tension, mais aussi sous l'angle de la réalité humaine, psychologique, sociale, parce que, s'agissant d'une étape où les comportements de nos concitoyens seront essentiels, c'est bien là-dessus qu'il va falloir jouer, parce que c'est la clé de la réussite. Tout ceci, nous l'entendons. Mais nous connaissons aussi, comme sénateurs particulièrement, représentant les collectivités territoriales de la République, un monde qui ne vous est pas étranger, que la distance entre Paris et Villedieu-les-Poêles, pour ne pas citer Prades, – reste grande, même à l'ère du numérique.
Et la première question que je veux vous poser, elle est délicate pour vous, mais est-ce que nous serons prêts le 11 mai? Pas seulement vous, mais nous, les Français. Est-ce que nos entreprises seront prêtes? Est-ce que nos écoles seront prêtes? Est-ce que nos maires, certains nous écoutent, seront prêts? Est-ce que nos transports en commun seront prêts? Parce qu'on ne peut pas se permettre, et surtout au début, d'approximation. Au début que les risques, au moment du rodage du déconfinement, seront les plus élevés. Et je suis personnellement inquiet, c'est pour ça que je veux vous poser cette question. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je relais, en l'appuyant, si vous permettez, ce que vous avez dit, mais c'était vrai aussi en confinement, Monsieur le Président. Oui. Le comportement de nos concitoyens est, en France comme ailleurs, la clé de la réussite, de ce que nous entreprenons, j'allais presque dire, de la lutte et de la victoire un jour contre cette pandémie. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance des déclarations de la première ministre néo-zélandaise. Bon, c'est une île, les conditions sont particulières, mais c'est sans doute le pays le plus avancé dans cette victoire. Bon. Et c'est la première chose qu'elle a dite. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État, bien sûr, vous l'avez rappelé, ils doivent jouer leur rôle, qui ont remporté la victoire, ce sont les habitants de mon pays. J'en profite pour redire ici, la place qui est la mienne, que dans le confinement dans lequel nous sommes toujours jusqu'au 11, certes, c'est bientôt, vous l'avez dit, Président, mais il me semble observer un petit relâchement. Et ce n'est pas bon. Je le dis, ce n'est pas bon parce que si ça se prolonge en phase de sortie du confinement, si on ne respecte pas les fameux gestes barrières, la distanciation, enfin des règles élémentaires qui sont la clé de voûte, c'est la seule certitude à la limite que nous ayons dans la lutte contre cette pandémie, on risquera la rechute. Voyez comment nos amis allemands, des gens très sérieux, qui ont commencé à sortir du confinement avant nous, observent leur situation en se disant prudence. Donc serons-nous prêts le 11 mai? Serons-nous prêts le 11 mai? Alors, collectivement. Oui, j'ai bien compris. Oui. Déjà, si je le suis moi, je serais satisfait, ce serait déjà pas mal, mais collectivement. Moi, je vais vous répondre, Monsieur le Président, si vous attendez de moi que le dernier bouton de guêtre soit mis, soit prêt, compte tenu, comme vous l'avez dit, que tout ça va se décliner dans les territoires, qu'il y aura un nombre de décisions très importantes, etc., il y aura sûrement quelques premiers jours de calage. Bon, mais après tout, pardonnez-moi de vous le dire, si toutes les écoles, par exemple, de France et de Navarre, ne rouvrent pas exactement le même jour, dans les mêmes conditions, dès lors que les règles sanitaires, ça c'est incontournable, et le cadre est fixé, il est dans les mairies et dans les écoles, dès lors que les règles sanitaires seront respectées, eh bien, si dans telle commune, puisque vous me faites l'honneur de rappeler mes fonctions de maire, il faut 3 jours de plus, on prendra 3 jours de plus. L'intérêt, c'est que la machine redémarre. Doit-elle redémarrer le 11 mai pile? Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous l'avez vu, puisque je suis sur les écoles, le 11 mai sera partout une journée de pré-rentrée. Bon. Je crois d'ailleurs que le président de la République a tenu hier, lors de sa visite d'un établissement scolaire, les mêmes propos, y compris précisant que si un maire, à la limite, ne se sentait pas prêt du tout, au-delà de 2 ou 3 jours de décalage, eh bien, l'école ne rouvrirait pas, en tout cas pas contre sa volonté. Bon. Le sujet le plus délicat, Monsieur le Président, est sans doute celui des transports. Mais là aussi, surtout, évidemment, dans les très grosses collectivités, et en particulier
en Île-de-France. Je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent. On est à la fois dans des endroits souterrains, où il y a du monde, où il y a peu de ventilation, et en même temps, autre objectif, redémarrage de la vie, s'il n'y a pas de transport collectif dans une région comme l'Île-de-France, voyez, il pourrait y avoir bien d'autres effets, je pense en particulier à la qualité de l'air, qui pourrait en prendre un coup. Donc la question des transports est la plus délicate, et que ce soit très clair, est la plus délicate. Donc là aussi, le maître mot de ça, c'est progressivité. Donc il faut dire clairement, en l'espèce aux Franciliens, mais on peut bien entendu le dire aussi, parce que tout ça relève, vous le savez comme moi, des autorités organisatrices, avec les opérateurs qu'elles ont choisis, on peut le dire, monsieur le sénateur de l'agglomération lyonnaise partout, là aussi, ça va redémarrer progressivement. Il y a des contraintes sanitaires qui ont été fixées par le Haut Conseil de la santé publique. On a essayé, pour qu'on puisse avoir la reprise la plus large, de rendre, comme l'ont fait les pays qui nous entourent, le masque obligatoire, en plus du respect des gestes barrières. Tout ça va avoir pour effet, soyons clairs, une diminution de l'offre disponible. Au fur et à mesure, c'est en tout cas ce que je préconise, si les choses se passent bien, il y aura une montée en charge graduelle. Et ce que nous préparons, Monsieur le Président, pour être très précis, par bassin d'emploi, sous l'autorité des préfets et avec les partenaires sociaux, c'est que soient mis en place des horaires décalés de reprise. Bien. Nous avons demandé à la ministre du Travail et à la ministre de l'Économie que le télétravail, qui est évidemment encouragé en cette période de confinement, non seulement soit prolongé, mais dans toute la mesure du possible, amplifié. Donc tout ça, ce sont des sujets très concrets dont discutent les ministres compétents avec les partenaires sociaux. Enfin, toujours cette conciliation, vous avez dit plutôt le travail que les loisirs, nous aimons tous les loisirs, mais effectivement, à cette rareté de l'offre de transport devra correspondre le fait, et nous essayons de nous en donner les moyens, qu'elle soit réservée aux gens qui vont au travail, qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, pour essayer d'adapter la demande à l'offre. Bon. Tout ça se prépare. Il est exact que, vous l'avez dit, le 11, c'est demain. Le préfet d'Île-de-France, pardon de faire ce tropisme d'Île-de-France que je peux me permettre parce que je ne pense pas que vous m'accuseriez de parisianisme facilement, mais c'est quand même là que vont se concentrer sur le sujet des transports les principaux problèmes. Donc le préfet d'Île-de-France a été chargé de façon très opérationnelle, et Dieu sait qu'il y est avec le préfet de police, parce qu'il y a aussi des questions d'ordre public qui se posent, de préparer avec la présidente de région en sa qualité d'autorité organisatrice, avec les opérateurs de transport collectif, un plan de reprise. Vous me permettrez, Monsieur le Président, de ne pas entrer dans le détail, parce que celui-ci n'est pas encore adopté, en cours, mais du coup, il est probable qu'il ne se mettra en place la semaine du 11 mai, c'est la semaine prochaine, que de manière échelonnée. Si je vous disais ici ou ailleurs que tout va bien se passer du premier coup, il n'y aura pas de problème, etc., je pense que vous ne me croiriez pas. Mais en tout cas, nous avons anticipé au maximum tous ces problèmes. Vous avez, Président, et pardon d'être long dans ma réponse, mais ciblé cette question des transports parce que c'est sans doute la plus difficile. C'est sans doute la plus difficile. Et pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Hein. C'est confiné, c'est souterrain, donc règles sanitaires très exigeantes, alors qu'on a des flux de population et qu'il n'est pas question de fermer les transports. Ce serait curieux qu'alors qu'ils sont ouverts en période de déconfinement, ils ferment, en période de confinement, pardon, ils ferment en période de déconfinement. Bon. Là, j'allais dire, c'est ciblé sur certaines grandes métropoles, l'un des sujets majeurs des, on va dire, 2 semaines qui suivront le 11 mai. Merci de votre réponse. Nous avons 1 heure, chers collègues. Je vais donner la parole à mes collègues qui sont ici au Sénat, puis
à mes collègues qui sont reliés à nous par visioconférence. Je vais donc d'abord donner la parole à Madame Di Folco, qui sera immédiatement suivie, je ne lui redonnerai pas formellement la parole, par Monsieur Richard, puis par le président Caner, puis par Monsieur Buffet, puis par Madame Gatel. Et vous répondrez en bloc aux questions qui vous poseront. Alors, s'il vous plaît, Madame Di Folco. Merci, Président. Monsieur le coordonnateur national, juste 2 questions. Vous avez dit être en contact très régulier avec vos homologues européens. Alors justement, avez-vous déjà des premiers retours de nos voisins qui ont amorcé leur déconfinement, enfin, ou leur sortie progressive du confinement un peu avant nous? Quels sont les points durs? Quels sont les points positifs qui peuvent nous donner des exemples pour une marche à suivre positive? Et deuxièmement, vous avez parlé aussi du sas de déconfinement que constitue cette première phase de 3 semaines. C'est assez court finalement, 3 semaines. Préparez-vous déjà l'après 2 juin? Et si oui, comment le préparez-vous en si peu de temps et sur quelle base? Merci. Merci, chers collègues. Cher Monsieur le coordinateur national, la première question qui me vient, c'est précisé hier soir, pendant l'échange avec le préfet de mon département, est-ce que le compteur qui est au centre du tableau de bord du déconfinement est fidèle? Est-ce que nous avons un outil statistique fiable pour compter jour après jour les nouvelles infections? Ce que j'ai compris hier soir, après déjà l'alerte des départements mal colorés il y a quelques jours, c'est que la réponse est clairement non. La manière dont les urgentistes, parce que personne ne l'aura vraiment précisé jusqu'à présent, font le dénombrement des cas suspects de Covid chaque journée n'est absolument pas homogène. J'ajoute d'ailleurs que ce dénombrement, sauf erreur de ma part, ne comporte aucune alimentation du côté des médecins de ville. Donc, je pense aux 2 étapes suivantes, celle du 2 juin et celle de fin juin. Est-ce que, en tout cas le 2 juin, je sais que nous n'aurons un outil fiable que depuis à peine plus de 8 jours. Puisqu'il y a un protocole sur la façon de compter les cas qui est en train d'être mis en place dans les différents établissements hospitaliers. Mais est-ce qu'au fond, quand le gouvernement va prendre une décision, sans doute dans les tout derniers jours de mai, pour dire comment on adopte la stratégie pour les vacances, et comment, vers le 15 ou le 20 juin, quand d'autres décisions structurantes seront à prendre, est-ce qu'on saura si, en effet, l'aiguille du compteur est à la baisse ou à la hausse? Ça, c'est une question que je trouve préoccupante. Deuxième question, parce que je crois que c'est vraiment un élément assez déterminant sur la reprise effective de l'activité économique de terrain, est-ce que vous voyez une piste pour la prise en charge des surcoûts constatés, encore mal évalués, dans le bâtiment et les travaux publics? Le fait qu'aujourd'hui, ceci relève purement et simplement de la gestion de contrats privés. Et que, même s'agissant des contrats de commande publique, il n'y ait pas de règle du jeu affirmée par l'État, est un facteur de retard, de réticence à reprendre des entreprises de travaux publics qui risquent de nous ralentir pendant encore des semaines. Enfin, troisième question, puisque le Président et moi, nous avons notre petit tropisme électoral, considérez-vous possible et raisonnable que, sans attendre la fin de l'été, on puisse faire voter au 2e tour, le 21 ou le 28 juin, les communes de moins de 1000 habitants. Les communes de moins de 1000 habitants, à condition qu'elles s'organisent pour n'avoir aucun bureau de vote, à condition qu'elles s'organisent pour n'avoir aucun bureau de vote supérieur à 500 électeurs inscrits. Je précise que M. Castex s'est désintéressé de cette question, car il a été élu au 1er tour. Président Caner. Oui, mais il a le sens de l'intérêt général.
Merci, Monsieur le Président Philippe Bas. Avec Monsieur Castex, je pourrais parler de Jeux Olympiques. On va un peu travailler sur le sujet, mais ce n'est pas l'objet. Quoique les grands événements sportifs sont importants dans la période de déconfinement. Monsieur le coordinateur, donc, je voulais vous évoquer le changement de braquet, métaphore sportive, entre les discours du Premier ministre et du Président de la République. Le Premier ministre, mardi dernier à l'Assemblée nationale, avait évoqué le fait que si les chiffres n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, on pouvait préserver, ou en tout cas garder le confinement tel qu'il est. Et puis on a bien vu qu'hier, un choix politique avait été fait, même si vous-même, vous avez évoqué, sinon vos doutes, en tout cas vos réserves, un choix a été fait par le président qui a dit « on y va ». Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut fixer les caps, on y va. Donc ma question n'est pas que vous jugiez, ce n'est pas votre rôle, ce changement de discours potentiel et les raisons qui ont pu l'instaurer, mais est-ce que, puisqu'on y va, est-ce qu'à l'inverse, vous savez d'ores et déjà quels sont les critères qui pourraient malheureusement amener à un reconfinement ? Parce que je pense qu'il ne faut pas rajouter de l'anxiété à l'anxiété, mais néanmoins, c'est de notre responsabilité politique, et la vôtre pour inciter les bonnes décisions, que de nous dire s'il y a aujourd'hui déjà des critères qui pourraient justifier un reconfinement. Deuxièmement, ma région est passée à l'orange hier soir, dont acte. Mon étonnement, c'est que toute la région soit passée à l'orange, alors que nous savons, et je sais en particulier, que la situation, par exemple, dans le Pas-de-Calais, n'est pas tout à fait la même que celle dans l'Oise. Et pourtant, toute la région est passée à l'orange. Quels sont les critères qui ont pu justifier cette évolution que, bien sûr, je considère comme positive et pleine d'espoir pour mes concitoyens des Hauts-de-France ? Monsieur le Président, cher monsieur, plusieurs questions, en tous les cas plusieurs interrogations. La première d'entre elles, c'est quelle est la différence réelle entre les départements rouges et les départements verts ? Et en réalité, bien sûr, les dates d'ouverture des parcs et des collèges, mais ce n'est pas suffisant. Pourra-t-on se déplacer d'un département rouge vers un département vert ou à l'inverse, selon que nous sommes à moins de 100 km ? Encore faut-il savoir comment sont déterminés ces 100 km. Est-ce que c'est 100 km de voirie? Est-ce que c'est une distance à vol d'oiseau? Enfin, comment doit-on le comprendre? Voilà cette première question. La seconde concerne cette notion de test. Il a été annoncé par le gouvernement qu'il faut tester assez largement depuis plus d'un mois et que le couple préfet collectivité locale devait s'en occuper. Mais serons-nous en capacité de pouvoir mener ce dépistage de l'ensemble de notre population ou d'une partie de celle-ci, car il semble malgré tout que cela constitue pour nos concitoyens une véritable interrogation, en tous les cas une attente, de savoir comment ça se passera et quelle en sera finalement au bout du compte l'utilité, je crois. Et puis, parce qu'avec Patrick Kanner, nous menons pour le compte de la Commission des lois une mission d'évaluation du fonctionnement de notre justice, nous avons constaté de grandes difficultés dans son fonctionnement. Les mesures d'urgence ont été prises très vite, c'est bien normal, mais le fonctionnement, qui aurait pu être un peu plus important, nous semble être en panne, et en particulier sur tout ce qui concerne la justice civile, pour lequel nous constatons de très grandes difficultés de fonctionnement, alors même que, habituellement, nos juridictions civiles rendent un peu plus de 2,5 millions de décisions sur une année. La situation de notre justice, cumulée à la grève des avocats il y a quelques mois, fait que la reprise risque d'être extrêmement difficile et pourtant les décisions sont attendues. Voilà, je m'en limiterai à ça. Je tenterai bien une dernière, Monsieur le Président. On en parle peu, mais la situation de nos outre-mer, et en particulier la situation de Mayotte. Nous savons que là aussi l'épidémie se développe. Et nous connaissons aussi la situation matérielle de ce beau territoire. Merci. Gatel.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le coordonnateur, merci de votre présentation. Vous avez fort bien expliqué que le jour du 11 mai est le début et n'est pas l'aboutissement d'un process, et qu'il convient de le réussir, et que le chemin est sans doute empreint de sinuosité et de difficultés. Donc, chargé par la Commission des lois du suivi, on va dire, du volet impact sur les collectivités territoriales, mes questions seront orientées de cette manière. Ce que je constate, non sans intérêt, c'est deux choses. D'abord, la différenciation qui est au cœur des préconisations qui sont faites, parce que l'on voit bien que selon l'importance de la pandémie, on adapte des cadres nationaux aux réalités locales. Et hier, nous avons eu un débat extrêmement important sur la capacité de différencier ce qu'était cette grande diversité de plages entre la plage du Sud et le bord du rivage de l'île d'Ouessant. La deuxième chose qui paraît assez évidente, c'est la coordination de l'action de l'État dans une crise qui est protéiforme, parce qu'elle est à la fois sanitaire, économique et sociale. Et dans le suivi que nous faisons dans plusieurs départements, nous constatons que l'efficience de l'action publique repose sur l'organisation des services de l'État et une sorte, comme vous le faites au niveau national, d'une task force rassemblée autour du préfet, qui permet au préfet d'avoir une capacité à harmoniser un certain nombre de services déconcentrés de l'État et surtout, monsieur le coordonnateur, des agences dont naturellement celle de l'ARS, sinon chacun y va de ses initiatives, et quand on est en période de guerre, il vaut mieux éviter les polyphonies dissonantes. Et j'aurais trois questions très précises qui concernent les collectivités territoriales. La première, nous avons au Sénat longuement débattu de la nécessité de sécuriser les actions des élus locaux pendant cette période particulière. Et enfin, une question sur les écoles. Puisque les gestes barrières sont extrêmement importants, pourquoi avoir choisi d'ouvrir des écoles maternelles et primaires avant d'ouvrir les lycées? Et le protocole qui est transmis par l'Éducation nationale vous semble-t-il applicable partout, dans tous les établissements et toutes les communes? Je vous remercie. Je vous donne la parole, monsieur le coordinateur national. Il est 10h12. Je voudrais que vous répondiez aussi concisement que possible, car j'ai 12 collègues qui veulent vous poser des questions ensuite, et nous devons impérativement tenir l'horaire. Si bien que je le dis maintenant, et je vais le répéter ensuite, parce que parfois mes collègues n'entendent pas bien, parce que la visioconférence, c'est loin. Il faudra que leurs questions ne dépassent pas 1 minute chacun, sinon ils ne pourront pas tous poser leurs questions. Monsieur le coordinateur national. Il y a d'abord eu, Monsieur le Président, des questions sur les indicateurs. Vous avez essayé de clarifier la situation en vous disant qu'il y a d'abord des indicateurs qui ont été fixés par le Conseil scientifique, pas par l'État, Conseil scientifique créé par la loi, pour savoir quand on peut globalement, pour tout le pays, sortir du confinement. Bien. Ce qui est clair et qui répond à la question sur l'annonce faite par le chef de l'État, c'est qu'à la date du 11 mai, nous sommes assurés que ces critères, qui, je vous le rappelle, concernent les flux d'hospitalisation, les capacités de lits de réanimation. Ça, c'est un sujet majeur. Vous l'avez bien compris que c'est ce sujet qui est le point de blocage, n'est-ce pas, hein, c'est ça qui fait que le système craque ou pas en période pandémique, c'est la disponibilité des lits de réanimation. Donc, le nombre de lits occupés et disponibles permettant la prise en charge de cas de Covid-19, ce qu'on appelle le taux de reproduction de la maladie, l'indice R0, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, enfin en tout cas, il y a des critères scientifiques qui, j'en profite pour vous le dire, sont à peu près les mêmes que ceux de nos pays voisins, dont on estime, globalement, que le 11 mai, ils seront réunis
pour passer à la phase suivante du confinement. Bon. Ensuite, c'est là que la question s'affine, c'est qu'on a choisi de territorialiser le déconfinement avec les fameux territoires rouges et verts. Il y a deux préoccupations. Pour tout le monde, suivre, comme l'a dit l'ancien ministre Alain Richard, presque au jour le jour, l'évolution de la situation épidémiologique. Bon, alors là, il y a des critères. J'ai entendu votre question sur que finalement leur robustesse, hein, c'est vrai qu'ils s'alimentent. C'est presque, vous me permettez, là c'est une question très technique, hein, parce que c'est des questions de pression épidémique, de capacité de l'offre de soins. Donc vous avez raison, il y a le passage aux urgences. Pourquoi plus de passage aux urgences que les remontées des généralistes? Bon, ça, c'est comment dire, c'est une question qu'il faudrait mieux poser au directeur général de la santé. Je ne suis pas médecin ni scientifique ou à comment ça s'appelle, Santé publique France, qui est le gardien de ces critères. Bon. Mais l'idée, c'est à la fois d'avoir un suivi épidémiologique le plus fin possible pour savoir si on arrête, on passe la marche arrière, s'ils sont mauvais, s'ils se dégradent, et j'ajoute territorialiser, parce que on voit bien que le confinement a eu des effets différents selon les territoires. En fait, le succès du confinement, on va dire, c'est-à-dire on voit très bien comment l'épidémie a progressé. On a confiné, elle n'a pas pu aller plus loin, ou en tout cas elle a eu un impact bien moindre sur un certain nombre de départements. Donc ça signifie deux choses, concrètement. Ça veut dire que demain, il n'y aura plus d'orange, d'accord ? Il y aura ou des verts ou des rouges en application de ces critères, d'accord ? Bon. Deuxième observation, je réponds à une autre question. Effectivement, ça veut dire, si on fait ça, que on ne pourra pas faire circuler le virus, enfin, on va essayer d'éviter, Monsieur le Président, que le virus circule entre ces territoires, d'où la règle des 100 km qui devrait être, les décisions ne sont pas encore arrêtées, à vol d'oiseau. Alors, il faudra le traduire dans la loi, Monsieur le Président, voilà. On va aussi affiner toute une série de choses, notamment le fait que dans un même département, on puisse continuer à circuler s'il y a plus de 100 km d'un point à l'autre. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi, c'est qu'il n'y ait pas de translation massive. Ça explique d'ailleurs aussi l'histoire des plages qui sont plutôt dans des départements verts. Outre que ce sont des loisirs, là aussi, il ne faut pas qu'elles puissent donner la tentation, autant, surtout dans cette première phase, de faire des migrations de personnes. Nous n'avons rien contre les migrations de personnes. Nous avons beaucoup contre les déplacements du virus, que ces personnes pourraient transporter. Donc ça me paraît complètement cohérent. Et puis, je crois que c'est M. Caner qui a dit, ah oui, mais comment c'est toute ma région d'un coup qui passe donc pour l'instant à l'orange avant de savoir si elle sera au rouge et au vert. En fait, je pense que c'est un des critères déterminants dans tout ça qui explique, enfin, qui donne la réponse à votre question, c'est les lits de réanimation. Et les lits de réanimation, dans l'indice, ils sont forcément calculés au niveau régional, parce que sinon, des départements comme l'Ariège, comme le Gers, où il y a très peu ou pas de lits de réanimation, ils resteraient rouges tout le temps, parce qu'effectivement, on n'a pas pu faire ça. D'ailleurs, vous avez observé qu'une des réussites, Monsieur le Président, du confinement, c'est qu'on a même eu une gestion nationale des lits de réanimation en transportant des malades entre les différents centres hospitaliers. Donc je crois que l'explication, c'est celle-là. Comme je le répète, le point central de la réussite, tant du confinement que du déconfinement, c'est les capacités, c'est de reconstituer nos capacités hospitalières en réanimation, et que forcément, l'appréciation de ce critère, pour le coup, il y en a d'autres, ne peut se faire qu'au niveau régional. C'est ce qui explique les questions légitimes que se posait tout à l'heure M. Canet. Bon. Donc cette question des indices, vous avez raison aussi, hein, mais je vous le dis, c'est pareil dans tous les pays, ils vont s'affiner à l'observation. Parce que, j'en profite pour dire, M. le Président, je suis, comme sans doute toutes celles et ceux qui nous écoutent, les autres sénateurs, frappé de voir que sur beaucoup de sujets, la doctrine scientifique elle-même évolue.
beaucoup. Si vous lisez la littérature de l'OMS, la littérature de nos propres experts nationaux, dire mais comment, il y a 3 mois, il disait ci, il y a 2 mois, il disait ça. Bon. En réalité, j'ai fini par bien comprendre en discutant avec eux pourquoi elle évolue. Eh bien parce que plus la pandémie, malheureusement, progresse, plus on passe du stade de la modélisation théorique à l'observation. Et les résultats de l'observation massive, hein, alors là, ce n'est pas un sondage, dans tout le monde entier, conduit la science à évoluer et à revoir. Alors, c'est vrai que c'est très peu sécurisant pour le pouvoir politique de dire ça, c'est très inquiétant pour la population, mais en même temps, je dirais, ça montre aussi qu'elle sait s'adapter, et que nous devons prendre effectivement le mot progressivité, le mot adaptabilité, des décisions rapides en fonction de la situation. Donc, je dis au sénateur Richard, ces indicateurs sont en cours, j'allais dire, de précision, d'amélioration, c'est tout à fait normal. Il faut bien comprendre, c'est la distinction entre les départements verts et rouges, précisément parce qu'encore ces critères ne sont pas certains. Vous l'avez observé, monsieur le sénateur, dans cette première phase, il n'y a pas énormément de différence. Hein, je crois qu'il y a les collèges et les parcs et jardins. Bon, c'est pas, vous conviendrez, c'est un pas dans la direction de l'assouplissement, mais voilà, on espère que tout ça marche bien, et bien entendu que dans l'étape 2, d'abord, il y ait le plus possible de départements qui passent du rouge au vert, et que deuxièmement, les marges de manœuvre laissées aux départements et aux zones vertes se trouvent accrues. Mais ça, nous le verrons, quelqu'un l'a dit, après le bilan qui sera fait fin mai de cette première phase. Monsieur le coordinateur national, oui. Vous dites les marges dans les départements verts pourront être accrues, mais après le 2 juin, mais vous ne terminez pas complètement la phrase. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que les marges dans les départements rouges pourraient être diminuées? Et je vais jusqu'au bout de ma question. Est-ce que ça veut dire que là où la vitesse de circulation du virus serait décidément trop forte ou s'accélérerait, on pourrait rétablir localement le confinement? Monsieur le Président, ça me permet de faire une transition à la politique de test. Ce que vous décrivez s'appelle des clusters, c'est-à-dire des endroits localisés où on voit une résurgence de l'économie. Alors, dans les fameux critères, hein, je fais le lien, j'ai dit le suivi aux urgences, la capacité, élément central des lits de réanimation. Il va y avoir un nouveau critère qui va être introduit progressivement à partir du 11 mai, qui est les résultats et l'exploitation des résultats des politiques de tests virologiques. Virologique, ça veut dire est-ce qu'on est malade ou pas lorsqu'on vous fait le test, qui va être introduite. Et effectivement, dans cette politique, je n'aurais pas forcément commencé par ça, mais c'est votre question qui m'y pousse, Monsieur le Président, dès qu'on aura des éléments que le nombre de patients atteints, autrement dit, de tests positifs, au-delà des cas contacts sur lesquels je vais revenir, sera anormalement élevé, alors il faut effectivement, y compris de manière localisée, puisque j'ai cru comprendre que c'était votre question, se donner les moyens d'agir immédiatement. Bon. Quant au département rouge, je remonte, effectivement, on pourrait considérer que si la circulation du virus y est intense, au-delà même d'une situation très localisée, effectivement, on prenne des mesures adaptées aux circonstances. Bon. Donc ça, c'est prévu. Ce qui me donne aussi de dire au Sénat l'occasion que dans le plan de sortie du confinement que j'ai préparé, j'ai proposé que soit également prêt un plan éventuel de reconfinement. Parce que ça se prépare. Alors là, on a un petit avantage, si je puis dire, c'est que les gens à qui je tire mon chapeau, qui ont géré au niveau du ministère de la Santé la phase aiguë de la crise, maintenant, ils ont appris à gérer les lits de réa, à prendre toutes les dispositions nécessaires. Donc, nous aurons, je le dis à l'international, un plan prêt au cas où ce n'est pas notre objectif. Et je reboucle avec ce que vous avez dit, Président, si on ne veut pas que ça arrive, l'un des meilleurs moyens, c'est que nous tous, les Français, partout sur le territoire, respections les règles essentielles
les mesures barrières, le lavage des mains, le port du masque dans certaines circonstances, aller se faire tester dès qu'on a un symptôme, j'y viens, etc. C'est la clé de voûte. En fait, c'est ce qui est intéressant, me semble-t-il, si je puis m'exprimer ainsi dans cette crise, c'est que la mobilisation nationale, je crois que c'est un terme que vous avez employé, la confiance qu'on va faire dans nos concitoyens sera un facteur déterminant de savoir finalement si nous devenons tous verts. Alors, je suis un peu long, Président, dans les réponses, mais vous pourriez me reprocher qu'elles ne soient pas suffisamment précises. Bon. Je ne voulais pas vous interrompre parce que je risquais de prolonger encore. Bon, c'est ce qu'on fait, là. Beaucoup de nos collègues ont encore des questions à vous poser, mais vos réponses sont très précises et utiles. Et donc, je ne vous en fais pas reproche. Mais si on peut essayer effectivement d'accélérer un peu, ce serait bien. Bon, alors, je les mets un peu dans le désordre, parce que je voudrais quand même dire un mot sur les tests, parce que c'est un sujet majeur. Oui, est-ce qu'on en fera 700 000 la semaine prochaine? Voilà, d'abord, peut-être, il faut bien réexpliquer que la semaine prochaine, quand même, il va y avoir un changement significatif de la politique sanitaire de tests. Changement significatif, précisément, parce qu'elle est l'une des conditions sanitaires de la réussite de cette phase nouvelle, partout, dans tous les pays au monde, partout. Donc cette politique de test va consister à dire et à faire en sorte que, et j'en profite pour le dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, désormais, dès qu'ils sentiront qu'ils ont un symptôme, alors on n'est pas dans l'automédication qui ressemble à la maladie au coronavirus, ça, ils le faisaient déjà, il faut immédiatement qu'ils entrent en relation avec un médecin. Ce qui va changer, c'est que, ils seront systématiquement testés. Et vous avez raison, Président Bas, nous avons estimé en marge haute, d'après des modélisations dans le détail desquelles je n'entre pas, que pour faire ça, pour atteindre cet objectif et celui qui va suivre, il nous fallait de l'ordre de 700 000 tests par semaine. Au moment où je m'exprime, comme on dit, nous devrions être au rendez-vous. Mais, je poursuis le raisonnement, ces 700 000 tests correspondent donc aux gens qui vont dégager les symptômes, qui devront, être testés systématiquement, et 2, renvoyer, sur conseil bien entendu, à leur domicile. Je rappelle que le 11 mai, tout le monde va pouvoir sortir. Aujourd'hui, en confinement, on ne peut sortir que sur la base d'attestations de cas très précis. 11 mai, on renverse. C'est-à-dire, vous pouvez sortir, mais on vous interdit d'aller là ou de faire telle ou telle activité. C'est le pari de la confiance dont vous parliez. Bon. Ces personnes, non seulement elles vont être testées systématiquement, mais surtout un dispositif dans le détail duquel je n'entre pas, va faire qu'elles vont être contactées pour savoir quelles sont les personnes, c'est ce qu'on appelle des cas contacts, avec lesquelles, dans les heures précédant la survenue de leurs symptômes, elles ont été en relation, dès lors que le test aura été positif. Et là, mais je pense que le Sénat a eu en connaître, n'est-ce pas, dans le projet de loi dont vous venez d'achever l'examen, donc je me permettrai d'être plus bref, mais il faut quand même bien rappeler ça, là, en fonction des circonstances, ces cas contacts seront aussi testés, et si parmi eux, il y a des gens qui sont atteints de la maladie, hop, on va à nouveau les questionner. C'est ce qui s'appelle, en termes techniques, essayer de rompre la chaîne de contamination. Donc c'est un sujet essentiel. Enfin, on aurait pu le faire il y a 2 mois, pourquoi l'a-t-on pas fait? Alors, parce que vous avez bien observé que la finalité de tout ça, c'est de remettre, Monsieur le Président, les gens chez eux, ou lorsque ça n'est pas possible, on va dire dans des centres adaptés à cet effet. Dans la première phase du confinement, la règle, c'était justement que les gens soient chez eux. Là maintenant, la règle, c'est qu'ils ne sont plus chez eux. Et donc, il faut les tester très vite, non seulement pour les remettre avec leur consentement, je m'exprime devant le président de la commission des lois, un peu à l'abri de la société pour qu'ils ne contaminent pas, mais également faire des recherches systématiques sur les personnes qu'ils sont susceptibles d'avoir contaminées
ou d'avoir été par elle contaminés. Donc, cette politique de test, qui est d'ailleurs à peu près maintenant homogène dans les pays qui nous entourent, est un élément clé de la réussite du déconfinement. Elle suppose, Monsieur le Président, une artillerie lourde, si je puis m'exprimer ainsi, pour appeler les gens, mais nous n'avons pas simplement prévu de les isoler ou de les maintenir à domicile, nous avons prévu de les accompagner avec des équipes qui seront constituées pour ça, avec des équipes où il y aura des compétences paramédicales, mais aussi des compétences d'associations comme la Croix-Rouge, comme des gens qui ont l'habitude, des gens des CCAS, etc. Raison pour laquelle, j'en viens, Madame la sénatrice, à votre question, ce dispositif territorial d'accompagnement ne peut se faire, Monsieur le Président, qu'au plus près du terrain. Voilà. Nous avons fait une magnifique circulaire précise. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est qu'une campagne de test? Qu'est-ce que c'est qu'un cas contact? Quelles questions il faut poser pour l'identifier? Quelle procédure il faut suivre? Mais ensuite, la mise en œuvre, et ce n'est pas, je pense, le Sénat qui me démentira, elle ne réussira que si nous nous appuyons sur les acteurs de terrain. Et en l'espèce, j'insiste quand même, la politique de test est une politique sanitaire, donc une politique d'État. L'acteur que nous privilégions, que le gouvernement privilégie, c'est le préfet de département. Il va bien sûr falloir qu'il travaille avec les maires. C'est évident, avec les associations. Mais, là encore, ce n'est pas le Sénat qui me démentira, c'est son travail de tous les jours au préfet. Et ce sera, pour répondre à votre question, l'autorité unique. L'agence régionale de santé lui apportera, c'est tout à fait légitime, on est dans le champ sanitaire, son expertise technique et son concours, mais, je le rappelle, je crois que c'est l'article 72 de la Constitution, c'est le préfet, le représentant du gouvernement dans l'ensemble et de l'ensemble des ministres. Donc ça, vous avez raison de dire, il faut à la fois le plus possible rapprocher la mise en œuvre du terrain, mais avec une chaîne de commandement claire, lisible et unique. Bien, je crois qu'on peut... Oui, j'ai dû oublier, je n'ai pas parlé de Mayotte, mais je répondrai après si vous voulez. Je pense que beaucoup de questions vont recouper une partie des questions déjà posées et vous permettront de compléter votre réponse. Oui, peut-être, Monsieur le Président, je m'en veux de ne pas avoir répondu à la dernière question sur l'école. Et puis, Madame, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos concitoyens. Et un mot peut-être sur les enseignements que vous tirez du déconfinement déjà commencé dans un certain nombre de pays d'Europe, si vous avez déjà quelques enseignements à en tirer, comme Mme Di Folco le demandait tout à l'heure. Oui. Ça rejoint, Monsieur le Président, ce que j'ai dit dans mon propos introductif, c'est-à-dire que les quelques pays qui sont en avance, ils ne sont pas beaucoup à l'avance, donc on ne peut pas encore quand même tirer, je vous le fais observer, il y a l'Autriche, enfin d'enseignement, catégorique ou définitif. Mais c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Plus les gestes barrières sont respectés, plus les gens sont responsables, mieux ça marche. Plus la politique de test est efficace et introduite dans les indicateurs de suivi du déconfinement, Monsieur Richard, mieux c'est. Bon, voilà, il y a quand même toujours des prérequis. Voilà. Alors après, pour les écoles, ça me fait la transition, on a des solutions extrêmement variées. J'observe quand même que sur ce sujet délicat, une majorité, je ne vais pas dire la totalité, une majorité des pays qui nous entourent ont décidé de rouvrir leurs établissements d'enseignement. Alors il y en a qui l'ont fait comme nous, c'est-à-dire plutôt d'abord les petites classes. D'autres qui ont dit, on fait un peu de petites classes, un peu de collège, un peu de lycée. Donc là, la comparaison ne nous donne pas de ligne directrice nette. Alors, le choix qui a été fait, il a été rappelé tant par le Président de la République que par le Premier ministre. Revenons toujours au principe, Monsieur le Président. On ne peut pas déconfiner tout le monde, ce serait bien. En tout cas, dans cette première phase, ce serait déraisonnable. Il faut donc faire des choix. Et ces choix, ils sont à la fois médicaux, pédagogiques et économiques. C'est toujours pareil. C'est-à-dire la santé. Bon, la santé, même si on suit ça au jour le jour, il peut y avoir quelques indications parfois qui nous conduiraient à réviser le jeu. Mais enfin, grosso modo, les plus petits sont parmi les moins malades.
Bon. Et ça, c'est toute la littérature scientifique qui est à peu près claire. Bon. 2, M. Blanquer, les services du ministère de l'Éducation nationale ont tiré, j'en parlais dans mon introduction, des enseignements du confinement. Le confinement, le Sénat, je le sais, en est convaincu, a des effets dramatiques sur beaucoup de gens. Sur beaucoup de gens. On est très inégaux, finalement, devant le confinement. Selon où on est, selon la profession qu'on exerce, des gens qui ne peuvent pas être confinés, qui s'exposent, et pas que des professionnels de santé. Et puis, pour les élèves, les lycéens, etc., on sait que le confinement aggrave significativement le décrochage scolaire, et on se dit que, a fortiori pour les petits, si on loupe cette étape, les conséquences dommageables en seront encore plus fortes. Donc ça, c'est les 2 priorités. Il y en a une troisième, qu'a rappelé le président de la République hier. Pareil, Monsieur le Président, si on préfère faire redémarrer l'économie plutôt qu'aller à la plage, c'est clair qu'à tout prendre, un lycéen peut se garder. Un enfant de 9 ans, si ses 2 parents travaillent et ne peuvent pas télétravailler, j'insiste, si ces 2 parents travaillent et ne peuvent pas télétravailler, c'est sûr que ça va aussi poser un certain nombre de difficultés. Donc ça, c'est la raison du choix, mais vous l'avez bien entendu, on va reprendre aussi les collèges dans les zones dites vertes, c'est-à-dire à contamination, à circulation du virus réduite, et on va regarder si, début juin, on peut aussi redémarrer le lycée. Alors évidemment, on nous dit, ah oui, mais on est déjà mi-mai, début juin, à quoi ça sert? Oui, mais à ce moment-là, on renvoie tout à septembre et on n'atteint pas notre objectif de remise à l'étrier du pied de notre activité. Il faut, moi j'insiste beaucoup là-dessus, dans la prudence, dans un cadre sanitaire réel, et vous avez cité, Mme la Sénatrice, le cadre sanitaire qui est arrivé dans les écoles, alors ça râle. Les maires, je les connais, rappelez le président, quand ils voient ça, évidemment, ça ne leur plaît pas. Mais je dis, il n'y a pas d'autre solution. Et au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'il est hors de question de mettre en danger les enfants. Aucun maire de France et de Navarre ne peut penser ça une minute. Qu'ils rouspètent, que ça oblige à nettoyer, etc., à réaménager les classes, c'est tout à fait naturel. Bon, après, les conditions de reprise de l'activité des écoles se font en discussion entre eux et les autorités académiques locales. Le ministre a bien précisé avec le plus de souplesse possible. Avec le plus de souplesse possible. On peut imaginer qu'en Lozère, évidemment, ça se passera plus facilement pour caser 15 élèves par classe, surtout s'il n'y en a que 12, qu'en Seine-Saint-Denis. Bon. Mais même les premières remontées que nous avons de la Seine-Saint-Denis, Monsieur le Président, sur ce sujet de la reprise des écoles, montrent que c'est très difficile, mais que ça n'est pas hors de portée. On connaît le cadre, il faut le respecter, après il faut s'y adapter. Et Monsieur le Président, il a été évoqué, mais ça le Sénat est beaucoup plus expert que moi sur la sécurisation des actions des élus. Et je connais la position du Sénat, je connais aussi, pour l'avoir lu et entendu, la position du Premier ministre sur ce sujet. C'est une question qui n'est pas facile, qui n'est pas négligeable, évidemment, mais qui, j'allais dire, peut aussi concerner d'autres pans de notre sujet. Je pense en particulier au monde de l'entreprise. Voilà, hein, parce que là aussi, finalement, quand vous voulez faire redémarrer une entreprise... dans son ensemble. Voilà. Je rappelle que la décision d'ouvrir une école ne relève pas du maire, mais du directeur de l'école sous l'autorité de l'inspection d'académie. Ça, c'est le droit, ce qui n'empêche pas la commune de devoir fournir les moyens nécessaires pour que cette décision puisse être prise ou, au contraire, soit refusée. Alors, mes chers collègues, je remercie M. Castex de ses réponses très détaillées. Maintenant, nous arrivons dans une phase très tendue de notre audition sur le plan du temps qu'il nous faut gérer. Mes chers collègues, je vais lire la liste de ceux d'entre vous qui se sont inscrits. Tenez-vous prêts quand le nom de celui qui est immédiatement avant vous va être cité pour pouvoir prendre la parole, car celui qui est avant vous ne parlera qu'1 minute. Et ne perdez pas de temps en appuyant sur les boutons. Voilà. Alors, Madame de Romédy, Monsieur Colomba, Monsieur Grosdidier, Madame Jourda, Madame L'Herbier, Monsieur Reichardt, Monsieur Lecomte, Monsieur Kerrouche, Monsieur Sueur, Madame Troendlé, Monsieur Darnaud. Vous n'aurez qu'1 minute et nous vous interromprons
je vous prie de m'en excuser au bout d'une minute, car sinon, M. Castex ne pourra pas vous répondre. Madame Deromedi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le coordinateur national. Mon propos concerne les Français résidant hors de France qui souhaitent rentrer en France cet été après avoir vécu des périodes de confinement très strictes dans leur pays d'accueil. J'espère qu'il n'y aura pas de discrimination entre eux, qu'ils résident dans l'Union européenne ou qu'ils résident ailleurs dans le monde. Nous comprenons bien entendu que rien n'est figé et que tout va évoluer en fonction de la propagation du virus, mais il serait cependant souhaitable de pouvoir informer les Français résidant de France de ce qui est prévu à ce jour, en particulier en ce qui pourrait concerner la quatorzaine, si elle pourra être effectuée dans le lieu qu'ils auront choisi. Je vous remercie. Monsieur Colomba. Oui. La prochaine fois, je vous enverrai un télégramme, ça ira plus vite. Monsieur le coordinateur, vous nous avez dit tout à l'heure que la réussite du déconfinement dépendait du comportement de nos concitoyens. Certes, mais c'est un peu aller vite en besogne, dans la mesure où on ne dépend pas seulement de la moralité publique. La réussite, ça dépend aussi des capacités d'anticipation des pouvoirs publics. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'était le cas, puisqu'il a fallu attendre le 17 mars pour qu'on commence à dire qu'on sortait d'un problème de grippette. Deuxièmement, c'est un problème de moyens. C'est aussi un problème en matière de soins. La minute va être écoulée, Monsieur Colomba. Oui, et en matière de cohérence dans l'action. Alors, pour parler de cohérence en matière d'action, est-ce que vous pensez que le rôle de l'État doit se limiter à pondre des circulaires ou des recommandations ou des protocoles, comme c'était le cas en 64 pages pour autoriser l'ouverture des écoles? Est-ce que vous ne pensez pas que la réussite du déconfinement localement dépend aussi de la capacité réelle de test? Très bien. Merci de votre question, chers collègues. Nous passons maintenant à Monsieur Grosdidier. Merci, Monsieur Colomba. Vous m'entendez? Oui. Oui, monsieur le coordinateur national, plus les élèves sont jeunes et donc, comme Françoise Gatel, je m'étonne que le gouvernement ait commencé de choisir par les maternelles, les primaires et de terminer par les lycées, parce qu'à nos voisins allemands font le contraire. Et si la priorité était bien l'égalité des chances, pourquoi ne pas avoir systématisé l'enseignement à distance en s'appuyant sur l'expertise du CNED? Enfin, si le président Philippe Bas a répondu sur la responsabilité des directeurs d'école et non des maires dans la décision d'ouvrir, je voulais vous interroger sur les activités périscolaires et sur le soutien scolaire qui sera plus nécessaire de jamais. Est-ce que c'est la règle des 15 élèves maximum qui s'appliquera sur le périscolaire ou des 10 personnes maximum, enseignants ou animateurs compris? Merci de votre concision, chers collègues. Madame Jourda. Oui, merci Monsieur le Président. Je salue tout d'abord Jean Castex. J'avais deux questions. La première porte sur ce que vous venez de dire, sur le fait que le préfet serait autorité unique dans le département, ce que je trouve positif. J'aurais voulu savoir concrètement comment cela allait se traduire. Cela signifie-t-il que le préfet aura une forme de pouvoir hiérarchique, si je puis dire, de pouvoir de décision sur les autres services de l'État, l'ARS et également l'éducation nationale? Deuxième question, le Conseil scientifique a indiqué que les brigades de suivi Covid devraient être constituées d'à peu près 30 000 personnes. Quelles sont les prévisions qui sont faites et serons-nous prêts pour le 11 mai? Merci. Merci, chers collègues. Madame L'Herbier. Oui, bonjour Monsieur le coordinateur. Les Hauts-de-France sont passés de rouge à orange. Alors, j'aurais voulu avoir quelques précisions sur les incidences, sur les possibilités d'aller et venir de nos frontaliers belges. Vous savez, on a des villes de 100 000 habitants juste en frontière.
Vous avez parlé tout à l'heure d'un responsable frontalier. Avons-nous accès aux étapes prévues par nos voisins directs, tant pour les Belges, les Italiens, etc. La communication précise pourrait rassurer les frontaliers parce que nous, nos 100 km, on les a de l'autre côté de la frontière. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Richard. Ça marche bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, cher collègue. Allô. Oui, monsieur le coordonnateur national, moi je suis sénateur du Bas-Rhin en Alsace, zone particulièrement touchée. Beaucoup de mes concitoyens barinois, respectivement orinois, nos voisins, ont été touchés par le Covid-19. Vous le savez bien sûr. Tous ces gens ont fait l'objet d'un test de fin, je vais dire de guérison, voilà, de fin de maladie. Ils sont porteurs d'anticorps. Est-ce que dans votre stratégie de déconfinement, vous tenez compte de ces tests qui maintenant permettent à ces gens d'avoir de nouveau une vie normale? Alors je sais bien qu'il y a des discussions scientifiques de très haut niveau sur l'intérêt. Est-ce qu'on est vraiment immunisé ou non? Mais voilà, vous avez compris que quelqu'un qui pense être guéri a envie de pouvoir se déplacer. Est-ce que vous prenez ces situations individuelles en compte? Et deuxième question très rapide, beaucoup de nos concitoyens français ont programmé des vacances, pas seulement en juillet et en août, mais déjà en juin. Comment on fait pour ces gens, et notamment ceux qui ont, par exemple, une maison de campagne pour les Alsaciens en Lozère ou ailleurs? Est-ce qu'ils vont être autorisés à rejoindre cette Nous avons compris la question. Merci, cher collègue. Monsieur Lecomte. Bonjour. Vous avez une minute, monsieur Lecomte. Bonjour. Tout à fait. Deux questions, monsieur le Président. La première, concernant la liberté de circulation dans l'Union européenne et à nos frontières, ça concerne pour des dizaines de milliers de personnes leur capacité à travailler ou à retrouver du travail. Est-ce que dans le cadre du plan de déconfinement, vous avez des informations à nous donner sur ces éléments-là? Deuxièmement, dans la foulée finalement de la question de ma collègue Jacky de Romédy, les frontières terrestres françaises jusqu'à présent ne font l'objet d'aucun contrôle de température ou d'aucune distribution ou demande de formulaire de contact. Et d'un seul coup, au moment du déconfinement, on va passer à une quatorzaine. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la manière avec laquelle la quatorzaine sera mise en place? À quelles frontières? Comment? Et avec quel contrôle et quelles sanctions? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Kerrouche. Oui. Monsieur le Président, oui. Bonjour. Vous m'entendez donc? Parfait. Monsieur le Président, Monsieur Castex, bonjour. Deux questions rapides. Est-ce que vous avez une idée, Monsieur Castex, de la façon de traiter la question de l'école, s'il y a plus de familles volontaires que de places disponibles? Ma question, c'est la suivante, en fait. Comment faire en sorte que l'école bénéficie prioritairement aux élèves qui sont décrocheurs ou qui sont en situation d'un besoin d'école et d'éducation prioritaire? Deuxièmement, très rapidement, le 11 mai, on a une reprise des activités sportives de plein air. J'ai entendu votre réponse, mais sachez que les habitants des littoraux ne comprennent pas pourquoi les activités sportives sur le littoral qu'ils pratiquent régulièrement ne sont pas possibles, alors que d'autres le sont. Et je pensais que le concept de plage dynamique pouvait répondre à cette situation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il ne faut pas tout voir comme un risque de migration vers les littoraux. Les littoraux ont aussi une vie indépendante. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Sueur. Tant pis pour le président Sueur. Madame Troendlé, vous avez la parole, Madame Troendlé. Oui, bonjour Monsieur le coordonnateur national, Monsieur Castex. 3 questions très rapidement. La première, vous savez que je suis en zone frontalière et que nos concitoyens passent leur temps à comparer ce qui se passe chez nos voisins allemands et ailleurs. La question se pose concernant le port des masques. En Allemagne, les enfants à partir de 6 ans ont obligation de porter des masques. Pourquoi nous n'avons pas suivi une telle recommandation?
La deuxième question porte sur l'ouverture des écoles. Vous avez affirmé, M. Castex, que les élus disposent à partir du 11 mai de 2-3 jours pour ouvrir leurs écoles afin de s'adapter aux contraintes. Certains maires ont décidé de ne pas ouvrir leur école. Quelle sera votre réponse? Et enfin, la dernière question, le gouvernement prévoit de proposer un hébergement temporaire pour isoler les malades. Combien de malades pourront être accueillis? Ce dispositif sera-t-il opérationnel dès le 11 mai? Je vous remercie. Bravo pour votre concision, chers collègues. Monsieur Mathieu Darnaud. Nous vous voyons sans vous entendre, monsieur Darnaud. Vous êtes sûrement équipé d'un micro comme nos autres collègues. Ah non, non, non. Enfin, nous sommes ravis de vous voir, vous semblez en bonne santé. Alors, je vous dis à bientôt, monsieur Darnaud, et nous allons réessayer monsieur Sueur. Monsieur Sueur. Bien, nous n'avons pas non plus monsieur Sueur. Donc, monsieur le coordinateur national, vous avez la parole pour 10 minutes. 10 minutes pour répondre à toutes ces questions. Alors, d'abord, toutes les questions, monsieur le président, qui ont trait à la circulation en provenance de pays étrangers, qu'elles concernent simplement les déplacements, on va dire, ou celles plus précisément liées à la quatorzaine, hein, puisque j'en ai eu un certain nombre. Ma réponse va être très claire. Ces sujets n'ayant pas encore été complètement arbitrés par l'autorité politique, je ne suis pas, et je m'en excuse, monsieur le président, en mesure de vous donner une réponse. C'est imminent. Ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Alors, il faut que je retrouve mes fiches. Il y avait des questions sur l'école. Je reviens sur les questions sur l'école. Donc, et sur les masques en particulier. Hein. Je commence par la fin parce que c'est une question importante. D'abord, pour les masques et tous ces sujets, comment dire, de sécurité sanitaire, j'en profite pour rappeler à tout le monde que ce sont des décisions que nous prenons après avis des autorités sanitaires et en particulier du Haut Conseil de santé publique. Et vous avez raison aussi, je l'ai dit dans mon propos, des comparaisons que nous pouvons faire avec les autres pays étrangers. Bon. Là-dessus, il est clair que la doctrine est la suivante: masques décommandés, fortement décommandés pour les moins de 6 ans, car pouvant être dangereux, donc il n'y en aura pas. Pour les 6-12 ans, le masque est recommandé et du coup, nous mettrons, Catherine, en état d'en mettre à disposition des écoles. Voilà, parce que vous voyez bien qu'un enfant de 10 ans, pour garder son masque, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, s'il y en a besoin, il sera mis. Et en tout cas, il sera obligatoire de le lui mettre dès qu'il présentera le moindre symptôme et qui conduira à isoler l'enfant et à le ramener à son domicile pour que s'engage la procédure de test que j'ai indiquée tout à l'heure. Bon. Pour rester sur l'école, les familles volontaires et les décrocheurs. Hein, il y a une question très, très intéressante qui a été posée là-dessus, bon, qui relève plus du ministre de l'Éducation nationale que de moi, vous le comprenez, mais ce qu'il envisage ou ce qu'il a demandé, effectivement, c'est que, et ça les directeurs les connaissent, c'est que des appels soient donnés, c'est déjà largement en cours, pour inciter, puisque nous sommes, vous l'avez rappelé, je ne l'ai pas dit, sur la base du volontariat, pour inciter les familles correspondantes à ramener les enfants décrocheurs en plus grand nombre possible dès la semaine du 11 mai à l'école. C'est clairement une priorité. Je pense que le choix du volontariat était un choix, une décision de l'autorité politique qui est bonne, parce que d'abord c'est un sujet, on l'a entendu à vos questions, extrêmement anxiogène.
C'est un peu pareil d'ailleurs pour les maires et les responsabilités qu'ils vont prendre. Le président de la République a été assez clair hier. Mais ça va supposer pour des enfants, parce que c'est ça votre question, dont on peut penser que spontanément, alors qu'ils en auraient le plus besoin, ils ne vont pas retrouver ou reprendre le chemin de l'école sur la base du volontariat. Donc ça va supposer une action très active, très dynamique des enseignants et des directeurs d'école en direction de ces familles. Et je précise que le CNED, puisque un des sénateurs m'a posé la question sur le CNED, et les cours à distance vont continuer, puisqu'on sait bien que vraisemblablement moins de 50% des enfants, je parle globalement, on n'a pas encore de chiffres précis, mais reprendront le chemin de l'école le 11 mai. Il est possible aussi que des parents observent ce qui se passe. Et c'est pour ça, quand le président au début, est-ce que tout sera prêt? L'école doit l'être, mais après les parents vont dire « Ah, finalement, ça se passe pas mal ». Bon. Effectivement, comme c'est une autre question qui m'a été posée, comme tous les enfants, vu la limitation de leur nombre par salle de classe, ne pourront pas être dans des activités scolaires, cela va nécessiter le recours au périscolaire. Alors je dis tout de suite, avec exactement les mêmes normes que pour le scolaire. Il n'y a absolument aucune raison que quand vous êtes en scolaire, vous ayez tant d'enfants par mètre carré, etc., de l'hygiène, etc., des masques s'ils en ont besoin, et puis vous passez en périscolaire, ces normes s'effaceraient. Que ce soit très clair, ce sont les mêmes qui vont s'appliquer. En revanche, évidemment, pour que ça marche, et ça intéresse beaucoup le Sénat, le périscolaire va être ou est susceptible d'être fortement sollicité, puisque s'il y a beaucoup d'enfants qui viennent et qui sont limités par classe, il faut bien les mettre ailleurs. Et donc, je vous confirme, mais le Premier ministre l'a annoncé, que là aussi, les solutions, elles vont être bâties localement, et peut-être pas forcément les mêmes. Il y a des endroits où on avait envisagé qu'on fasse appel à des associations sportives ou autres qui viennent renforcer les effectifs périscolaires de droit commun de la collectivité. Mais ce qu'a annoncé l'État, c'est que, évidemment, ce sera un coût supplémentaire pour les collectivités territoriales, puisque aujourd'hui ne vont au périscolaire que ceux qui le souhaitent, tandis que là, ça vient presque, j'allais dire, le périscolaire devient une condition de l'effectivité de l'accueil scolaire lui-même, puisqu'il va occuper ou concerner les enfants qui ne peuvent pas être tous en même temps en classe, ou le même jour, ou la même semaine, là aussi, il y aura des solutions différenciées. Donc, l'État a dit que ces surcoûts seraient à la charge de l'État, les surcoûts des collectivités, pour permettre la fluidité de cette organisation. Bon. S'agissant du sport en plein air, je reviens à la question de M. Kerrouche, je comprends très bien ce qu'il me dit pour les plages, en disant, oui, votre politique d'interdire leur accès pour éviter des mouvements de population pénalise finalement les autochtones en quelque sorte. Bon, c'est une question tout à fait pertinente, mais il faut faire des choix. Le président l'a dit, on fait des choix, parce que si on pouvait ouvrir tout n'importe comment, on ne serait d'ailleurs pas ici réunis. Donc il faut faire des choix, et il nous est apparu, dans cette première phase, monsieur le sénateur, dans cette première phase qui commence le 2 juin, je vois par exemple que nos voisins espagnols ont aussi fermé leurs plages. Je le dis par rapport au littoral méditerranéen que je connais bien, dans cette phase, le bilan, l'inconvénient réel que vous soulignez, par rapport à l'autre inconvénient, ou par rapport à l'avantage de fermer les plages pour éviter les grandes migrations, ce bilan nous a conduit, en notre âme et conscience, c'est un choix, pour l'instant, dans cette phase 1, de maintenir les plages fermées. En revanche, je rappelle que le sport en plein air individuel, j'insiste bien, individuel, sera autorisé dès lors, encore une fois, je ne vais pas répéter ça à chaque fois, mais pourtant il le faudrait, que les mesures de distanciation sociale soient respectées, qu'il ne soit pas plus de 10. Je rappelle qu'il y a aussi une règle sur le nombre de personnes susceptibles de s'attrouper, voilà, et en extérieur. Voilà. Donc on ne pourra pas aller dans une salle des fêtes ou dans un gymnase pour faire la même activité. Pourquoi ? Parce que c'est fermé. Alors on dit, oui, mais pourquoi dans les écoles vous autorisez ça et pas le sport dans les gymnases? Parce que l'école, on considère dans cette phase 1 qu'effectivement que c'est une condition
pour la reprise de l'activité de la nation un peu plus forte que le sport individuel, et ce n'est pas le président de l'Agence nationale du sport qui pourrait tenir le moindre propos désagréable à l'égard du sport, et surtout, Monsieur le Président, dans une école, pour rester à cet exemple, il y a quelqu'un qui surveille, qui s'appelle l'enseignant. Si vous rouvrez l'argamanu des salles des fêtes, des salles polyvalentes, à moins qu'on dise aux collectivités que les agents doivent surveiller si les personnes qui les occupent, ce qui vous ferait sans doute hurler, respectent bien la distanciation sociale, ce n'est pas possible. Et il faut bien avoir en tête, je le redis, Monsieur le Président, on est sur la phase 1 du déconfinement. Donc c'est encore une période où il faut que nous soyons très précautionneux. Le tout, c'est qu'on puisse expliquer à nos concitoyens pourquoi oui, pourquoi non. Et que tout relève d'une logique assez cohérente. Voilà. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire ce matin devant vous. On essaie de prendre des règles qui restent contraignantes, vous l'avez dit, vous en avez parlé. C'est beaucoup plus finalement difficile de déconfiner que de confiner, parce qu'il y a, voilà, parce qu'on ne peut pas déconfiner à fond. Mais en même temps, c'est un dispositif, je crois, progressif qui nous permet assez vite, je crois que c'est Alain Richard qui disait finalement c'est 3 semaines. Bon, mais ces 3 semaines vont quand même être décisives pour que nous observions par les indicateurs de santé, les indicateurs épidémiologiques dont nous parlions tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette phase? Qu'est-ce qui se passe? On va en tirer un bilan le plus transparent possible. Voilà, le Conseil scientifique, je rappelle quand même le choix du gouvernement de mettre en ligne systématiquement tous l'avis du Haut Conseil de santé publique, l'avis du Conseil scientifique, etc. Je pense que la transparence est toujours un gage de réussite de la gestion des crises. Donc, il y aura ce même travail à la fin mai sur tous les sujets que vous avez évoqués, auxquels je n'ai malheureusement pas pu répondre à tous. Je m'en excuse, Monsieur le Président, mais vous l'avez dit, on a des contraintes de délai très fortes. Et à ce moment-là, on dira si on passe à une étape, ce qu'évidemment tout le monde souhaite, ultérieure, une nouvelle phase du déconfinement. On a aussi, Monsieur le Président, dit, puisque c'est une question, on a aussi fait des annonces, le gouvernement, pardon, sur, vous savez, les grands festivals, les grands rassemblements, etc. Pas ceux de la première phase, mais au-delà, en disant qu'il resterait interdit jusqu'au 31 août. Là, c'était un signal qu'on voulait donner aux organisateurs, parce qu'il faut s'y prendre bien à l'avance pour organiser ces manifestations. Donc autant leur dire tout de suite, pour cette année, hélas, ça ne sera pas possible. D'où les dispositifs d'accompagnement mis en place et qui seront prolongés pour tous les secteurs. On passe bien sûr aux cafés, hôtels, restaurants, etc., qui ne rouvriront pas dans cette première phase du déconfinement. Qui doit être, Monsieur le Président, mise à profit aussi, c'est une préconisation que j'ai faite, pour ouvrir des perspectives. C'est-à-dire, je ne suis pas capable, ici, de vous dire si nous rouvrirons, ni dans quelles conditions, les bars, les cafés, les restaurants, toutes activités qui me sont particulièrement chères, le 2 juin, Monsieur le Président. Je ne peux pas. En revanche, je pense qu'il faut que l'État se mette en mesure de voir dans quelles conditions on pourrait les rouvrir le 2 juin, si les conditions sont réunies. C'est-à-dire qu'on ne perd pas à nouveau du temps à dire, voilà, on passe aux travaux pratiques, voilà, est-ce que c'est une table sur 2, enfin des sujets comme ça. Donc ça, il faut aussi dire que c'est une étape qui est tournée vers l'avenir, qui ouvre des perspectives. Si on ne fait pas bien les choses, et monsieur le sénateur Duvar a raison, les concitoyens, j'ai bien dit nous, comme les pouvoirs publics, tout le monde, chacun, ce qui nous concerne, on peut passer la marche arrière, mais nous faisons tout, n'est-ce pas, Monsieur le Président, pour qu'on puisse passer au contraire la marche avant. Monsieur le coordinateur national, merci de ces 3 minutes supplémentaires que vous nous avez accordées par rapport à cette 1h30 dans laquelle je m'étais engagé à contenir votre audition. Elle a été passionnante et nous ne manquerons pas, poursuivant nous-mêmes nos travaux de contrôle, de vous inviter à venir compléter dans quelques semaines les propos que vous aurez tenus aujourd'hui. Merci infiniment. La séance est